Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Multi-21. Je suis en compagnie de Pierre Meslet. Salut Pierre. Salut à tous, salut Clément. Et aujourd'hui on va faire le débrief du Grand Prix d'Australie. C'est des mots qu'on n'avait pas dit depuis longtemps. La dernière fois qu'on avait parlé d'Australie, je sais pas si tu te souviens, c'était toi, Clyde et moi. On avait parlé de cette organisation du Grand Prix d'Australie 2020 qui avait été catastrophique. Et ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas parlé. Qu'est-ce que toi t'as pensé de ce retour de l'Australie pour commencer? Ah bah déjà ça change de la Bérésina australienne, ça c'est... Enfin de la Bérésina 2020, où là c'était... On avait l'impression d'être vraiment... lunaire. Enfin limite, ouais limite... Alors je sais pas si c'est un mauvais Camelot ou un mauvais Monty Python, mais en tout cas ça y ressemblait quoi, c'était un grand bazar. J'étais content, j'étais vraiment content de retrouver Melbourne, un Melbourne qui a changé quand même en 2 ans, parce que le tracé a évolué. Alors il me semble qu'il y avait 4 zones qui étaient annoncées, au final il n'y en a eu que 3. Ouais, les pilotes ont poussé notamment Fernando Alonso pour enlever cette zone en courbe qui était un peu dangereuse parce qu'on était un peu dans les virages à l'aveugle. C'est ça. Après, sur la suppression de la chicane, l'allongement, etc. Je trouve que c'est bien. Enfin, je veux dire, moi j'étais content. On en parlait un petit peu en off. Ça a piqué un petit peu ce matin. Voilà, fallait se lever. Mais au moins l'avantage, c'est à la fin du Grand Prix, limite, on pouvait boire le café, on pouvait aller voter, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un début de matinée, c'est toujours sympa. Et puis je trouve que, en plus, en comparaison avec Jeddah d'il y a 2 semaines, là, t'as vraiment l'impression d'être sur un urbain. T'as l'impression qu'il y a la circulation. On a vu les voies de voitures, les voies de vélo, les passages piétons. Alors qu'à Jeddah, tu vois rien. Il n'y a pas de ligne au sol, quoi. Là, ça ressemble beaucoup plus à un urbain. Et je trouve ça toujours sympa, cette atmosphère, à moitié dans un parc avec un lac, à moitié en pleine ville, parce qu'on voit les gratte-ciel avec des virages qui sont tous différents les uns les autres. Je suis très très fan de circuit. Qu'est-ce que tu as pensé vite fait de ces changements? J'allais dire de ces améliorations, mais de ces changements sur le tracé. Les changements, moi je les ai bien aimés. Je trouve que ça permet d'exploiter la voiture vraiment à fond. Je trouve que le secteur depuis la sortie du virage 6, donc où on prend le 7, le 8, avec cette énorme courbe où il faut vraiment pas que tu lâches, où t'es vraiment pied au plancher jusqu'à l'entrée du virage 9. Moi sans la chicane, je trouve que c'est vraiment génial. Le virage 13 qui a été également repris au niveau, le virage Ascari, ils l'ont un petit peu rallongé de façon à ce que ça soit en 90 degrés, mais un petit peu plus prononcé. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment bien. Enfin, j'ai bien aimé. Puis il y a eu du spectacle, ça confirme que cette nouvelle génération, s'accommode d'un circuit qui a maintenant presque 25 ans, un petit peu plus même. Donc je trouve que c'est bien. Enfin, je trouve que sur la suppression de la 4e zone DRS, ils ont eu raison, parce que quand on est quand même sur des vitesses assez importantes. Je crois que quand ils arrivent au virage 9, ils sont à plus de 300 quand même. Donc avec le DRS, ils auraient pu arriver beaucoup plus vite, et on sait qu'à cet endroit-là, il n'y a pas énormément d'échappatoire, c'est le mur, quoi. Et puis c'est vrai que les 4 zones de DRS, nous on n'est pas foncièrement contre, à voir sur des circuits où effectivement tu le dis, c'est des lignes droites et pas ce genre d'endroit où le mur est juste à côté, et c'est un peu dangereux. Commençons à tout seigneur, tout honneur, par le vainqueur, Charles Leclerc. Une course et une qualification plutôt impeccable, il faut le dire. Charles Leclerc est impérial depuis le début de cette saison, mais là, sur cette course, ça s'est particulièrement vu. Il s'est même permis à la fin, par 2 fois, de demander à son équipe s'il pouvait jouer le tour le plus rapide, alors qu'il l'avait déjà. Finalement, un Charles Leclerc qui week-end après week-end, ne fait aucune erreur, et même la semaine dernière, et même il y a 2 semaines, lorsqu'il n'avait pas gagné à Jeddah, il n'y pouvait pas grand-chose. Pour l'instant, c'est un début de saison parfait, et ça s'est encore vu ce week-end pour Charles Leclerc.
Bah, disons que le tracé de Melbourne, je pense qu'aussi bien dans son ancienne configuration que le nouveau, ça convient bien à la Ferrari. Je pense au niveau des pneus, ils ont su maximiser la fenêtre d'utilisation. On l'a vu sur les différentes relances. Il a réussi à contenir Verstappen, alors qu'on sait que la Red Bull bénéficie d'un moteur un petit peu plus performant, je pense. Donc ça là-dessus, voilà. Enfin, il a très très bien géré. Moi, j'ai eu peur à un moment donné. Lorsque Pérez a récupéré la 3e place, je me suis dit Verstappen 2, Pérez 3, Red Bull à mon avis il va peut-être s'amuser pour faire craquer Leclerc. Il s'est avéré en fait que Pérez a pas réussi à faire tenir ses pneus parce que Hamilton le collait littéralement et le Britannique était même devant au jeu des arrêts. Niveau stratégie, même Ferrari, enfin je veux dire, ils ont bien géré avec une seule voiture. On va pouvoir notamment parler de Leclerc brillant. Sainz, par contre, disons que le métal est un petit peu plus égratigné. Ouais, parce qu'on va être très clair sur Carlos Sainz. Il y a dans ce week-end, c'est une contre-performance, mais dans ce week-end, il y a des choses qui sont pas de sa faute et d'autres qui sont de sa faute. Ce qui est pas de sa faute, c'est le fait que Alonso sorte en qualif et qu'il puisse pas franchir la ligne alors qu'il allait faire un bon tour. Ça, on n'a pas de souci avec ça. C'est les règles de la course. Il y peut rien, c'est inhérent. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. C'est le sport. Par contre, c'est vrai qu'en course, lorsqu'il fait son erreur de sortie de piste, contrairement à Magnussen qui fait la même erreur quelques tours plus tard et qui choisit de ne pas accélérer pour pouvoir revenir sur la piste tranquillement, lui décide de rester à fond sur l'herbe, fait un tête à queue, termine dans les graviers et termine cette course-là. Et c'est dommage parce que, certes, à ce moment-là, il était 10e ou 11e, je ne sais pas, mais en tout cas, il était déjà dans les points, quasiment. Il était un petit peu plus loin, il me semble. Ah, il était un peu plus loin, peut-être. Je crois qu'il me semble qu'il était 14e ou un truc comme ça. Il se battait, je crois, avec une As ou une Alpha, il me semble. Ah, peut-être. Alors, à regarder sur le replay, mais il me semble que c'est ça. Écoute, j'ai peut-être que c'était trop tôt pour moi et que... Oui, non, mais t'as raison, il devait être 13e ou 14e, en fait, t'as raison. Mais toujours est-il qu'il avait le temps de remonter. Un Grand Prix, c'est très très long. On a eu du coup un Grand Prix avec trois périodes de neutralisation. Et c'est une erreur pour moi de sa faute d'avoir essayé de forcer à ce moment-là alors que tu étais au 2e tour et que tu pouvais te relaxer, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que le week-end a mal démarré pour lui, pas de sa faute, mais après c'est lui qui s'est entraîné dans cette dynamique-là. Alors, il y a une partie il y a une partie de la responsabilité qui lui incombe, c'est-à-dire il rate totalement son départ. On l'a vu oui, derrière, aussi, ça a été la grosse débandade et il se met en difficulté dès le début en fait. Juste après, bon. Les autres sont en médium, lui il est en hard. On sait que les hards ils mettent un petit peu plus de temps à monter en température. On est en début de course, donc ils ont le plein et tout, donc ça rentre quand même en ligne de compte. Donc ok, il perd des positions. Je pense qu'il il s'est peut-être un petit peu énervé au volant. Il tente une attaque à l'entrée de l'enchaînement 9 et 10. Presque jamais personne tente un dépassement à cet endroit-là, enfin surtout en début de course, quoi. Même s'il a une voiture très performante. Et puis tu l'as dit, enfin je veux dire, il freine tard, enfin il rate son freinage, il va dans l'herbe, toujours à fond sur l'accélérateur, persuadé de pouvoir revenir sur la piste d'une certaine façon et repartir. Non, c'est bon, il s'est rien passé. Sauf qu'il perd carrément le contrôle. Ça aurait pu être vachement dangereux. Il aurait pu emmener un concurrent. Je crois que c'est Mick Schumacher, il me semble, qui est obligé de décélérer parce que il voit une Ferrari en perdition de partir devant lui. On aurait pu avoir quelque chose de grave. On l'a pas eu, heureusement. Mais outre un abandon, on aurait peut-être pu avoir une ou deux voitures avec peut-être, j'en sais rien moi, des débris un peu partout. Et là par contre, ça aurait été un petit peu dommage. Donc là, je trouve qu'il y a eu une part un petit peu inconsciente de la part de Sainz. Il y a un abandon, mais je trouve qu'il a un petit peu péché par orgueil.
Et tu parlais, c'est mon point de vue. tu parlais de son retour en piste. C'est vrai qu'il y avait Guan Yu Zhou qui était pas loin derrière. Zhou Guan Yu, pardon, il faut le dire en sens là, qui était pas loin derrière et qui aurait pu aussi s'accrocher. Donc tu as raison, c'était en plus un peu dangereux. Et tu fais très bien de parler de son départ. J'avais complètement oublié son départ, mais en qualification, il se classe quand même 9ème sur la grille. Et à la fin du premier tour, il est quelque chose. Il doit être 13e ou 14e à la fin du premier tour. Je crois qu'il est 14e à la fin du premier tour, parce qu'il est derrière Schumacher. Donc il perd 5 places sur la grille. C'est encore pire que. C'est le pire départ de toute façon de cette grille-là. Et pour le coup, il se met déjà dans une situation où il est très loin de Leclerc au championnat et où naturellement Ferrari va avoir son numéro 1 pour la saison sans que lui n'ait même pu lutter pour ça. C'est une alpha qu'il a failli emmener, donc je me demande si c'était pas Zhou. C'est Zhou, ouais, c'est ce que je disais. Et en effet, il essayait de doubler à ce moment-là, je crois, Mick Schumacher. C'est ça, absolument. Si on parle de Ferrari, parlons de leur antagoniste depuis le début de saison. Red Bull et surtout ce moteur Red Bull Powertrain RBPT en abrégé. Encore un abandon pour la Red Bull. Une Red Bull qui abandonne encore sur un problème du système de carburant, pas le même qu'à Bahreïn, donc c'est un peu embêtant parce que 2 problèmes différents à identifier. Selon les dires de Red Bull. Selon les dires de Red Bull, absolument, pour l'instant attendons. Mais ça fait quand même le 4e abandon moteur pour l'instant pour les Britanniques, ou 5e. Tsunoda a-t-il eu un abandon? Je me souviens plus s'il a abandonné. Si, oui. Il a abandonné en Arabie Saoudite. Mais c'était Arabie la transmission, je crois. C'était pas le moteur. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a au moins 4 abandons moteurs en 3 courses sur 12 possibilités. Ça commence à faire beaucoup, un tiers. Et finalement, Red Bull qui après avoir pendant des années crié sur le moteur Renault, puis s'être allié à Honda, après ce semi-départ Honda qui est toujours un petit peu là, ça peut déjà leur coûter un peu cher pour le premier tiers de saison. Ne serait-ce que pour Verstappen, sur le bilan comptable, on est déjà sur une perte, il me semble, de 36 points. Il est 6ème au classement, c'est énorme. Hein. Oui. Il est très loin derrière. Il était il a en fait que les points de sa victoire il y a 15 jours à Jeddah. Il était 2ème de mémoire à Bahreïn, donc 18. Là, il était solide 2ème, il n'y avait aucun souci. Donc pour moi, 18 plus 18, on est à 36. Non, ça devient inquiétant. Alors, la chance qu'ils ont, c'est sur le côté du gel des moteurs, ils vont pouvoir fiabiliser. C'est un mal pour un bien. Maintenant, reste à savoir combien de temps ils vont mettre pour identifier les pannes et savoir ce qui provoque ça et tenter de le résoudre. Après, ils sont pas à l'abri d'avoir d'autres pannes. Donc je pense que c'est un moteur où Honda a eu notamment une approche agressive en se basant sur le moteur de la saison dernière qui était vraiment bon. Maintenant, avec tous les ingénieurs, on sait qu'ils ont pioché un petit peu partout, notamment chez Mercedes. Il va falloir trouver une solution rapide pour justement fiabiliser ce moteur qui est performant. Mais avoir un moteur performant mais qui casse une course sur deux, enfin ou tout du moins il y a un élément qui casse une course sur deux, ça va vite devenir un problème. Et bon, on a un Perez qui a quand même plus que limité les dégâts. On l'avait dit à Bahreïn déjà, il est performant depuis le début de la saison. Là, il le montre encore. On n'a pas parlé de Jeddah parce qu'on a boycotté cette course, mais il a quand même fait une pole là-bas, la première de sa carrière. Et finalement, un Sergio Perez qui est un solide lieutenant pour Max Verstappen. Et ça, c'est utile pour 2 choses. 1, quand Verstappen n'abandonne pas, ça permet de faire des très bonnes stratégies. Et 2, quand Verstappen abandonne, ça permet au classement constructeur de limiter la casse, on va pas se mentir, parce que sans Sergio Perez, Red Bull serait bien plus largué qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils sont quand même 3e avec 10 points de retard sur le 2e Mercedes, mais Sergio Perez sauve bien les meubles depuis le début de saison. Et sur cette course, je suis assez content, notamment c'est dans l'exercice de la qualif, il s'est montré assez proche de Verstappen. Il me semble qu'à un moment donné, il y avait même 1 millième entre les deux. Donc je trouve que Perez a haussé un petit peu son niveau de jeu. J'ai eu du mal à apprécier la réponse de l'ingénierie Red Bull
entre guillemets. Lorsque Verstappen abandonne, que Pérez pose la question, qu'est-ce qui s'est passé sur la voiture de Max, pourquoi il a abandonné, réponse, c'est écoute frérot, c'est pas trop ton problème, reste concentré, reste sur la course. Sous-entendu, en fait, voilà, c'est continue de rouler, grosso modo. C'était aussi un aveu de on sait pas trop ce qui s'est passé. Alors que sa question est légitime parce qu'à Bahreïn les deux abandonnent et forcément il s'inquiète pour sa voiture, mais est-ce qu'il aurait dû changer de réglage moteur? Mais c'est vrai que ça a été dit un peu de manière froide. Après c'était dans la panique de la course et dans Red Bull qui avait déjà des problèmes moteurs. Vu qu'on est juste une parenthèse, vu qu'on est sur les problèmes moteurs, à signaler quand même que Hamilton a reconnu lui-même qu'il commençait à avoir une surchauffe en fin de course. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné il a un petit peu lâché du lest sur Russell, donc, mais on parle sur le côté moteur, le moteur Mercedes très décrié, on va y venir, le moteur de Mercedes décrié mais qui a tenu la dragée haute au moteur Renault. Parlons-en parce que forcément il y a l'écurie Mercedes qui est aujourd'hui deuxième du championnat et George Russell qui est deuxième, mais on a eu un retour de McLaren ce week-end. Alors sur la qualif, c'est un peu dur de juger qui était le plus rapide sur un tour entre la McLaren et l'Alpine, parce que l'Alpine d'Alonso a eu un tour avorté au moment où elle semblait la plus forte. Par contre sur la course, très clairement, là où les Alpines ont eu beaucoup de mal à conserver leurs pneus, et on en parlera après, les McLaren ont eu une stratégie plutôt propre, ont su assez bien conserver leurs pneus, et au final ça fait P5, P6. On va pas dire qu'elles sont là où on les attendait, parce qu'on les attendait quand même à la lutte pour les podiums, mais c'est déjà mieux chez McLaren. Le seul problème, c'est que pour l'instant ils comprennent pas quand ça marche, ils comprennent pas quand ça marche pas. C'est un peu le point inquiétant, mais au moins ça marche par moment. C'est ça, mais bon, après, y a des points précieux qui sont ramenés dans la besace. Norris avait donné un petit peu le ton en faisant une course exemplaire à Jeddah il y a 15 jours. Il termine 7ème quand Ricciardo avait abandonné, mais ok. Sachant de là où ils étaient partis en début de saison, ouais, je pense qu'ils ont une monoplace un peu capricieuse. Ils ont l'air d'avoir résolu entre guillemets leur problème de frein à l'avant, et McLaren aujourd'hui c'était un groupe à eux tout seuls, hein. Oui, c'est ça, ouais. Ils étaient dans leur monde, et c'est vrai que pour faire la transition avec Alpine, eux n'avaient pas l'air d'avoir plus de problèmes que ça sur leurs pneus. Ils pouvaient faire durer leur run, là où on avait l'impression que les Alpines galéraient. On a vu un Ocon avoir du mal à dépasser un Albon qui avait des pneus qui avaient 20 tours de plus que les siens, et un Fernando. Il l'a pas dépassé. Oui. Et c'est le pire, il est resté 25 tours derrière, derrière Albon. Et il n'a pas réussi à le dépasser. C'est quand Albon est rentré au stand que. C'est ça. Et un Fernando Alonso qui a dû mettre 2 trains de gomme tendre à la fin parce que ses pneus étaient incapables de faire allez, il y avait combien entre le dernier full course, enfin entre le dernier virtual safety car, il y avait 18 tours, un truc comme ça, donc t'es pas capable de faire 18 tours sur tes pneus tendres. Alors il me semble que Alonso rentre, il met des médiums. Il met des médiums, pardon, c'est les jaunes, mais je sais pas pourquoi je parle de tendre pour les jaunes. Je pense que étant dans le trafic, il a voulu peut-être un petit peu trop attaquer. Il y a peut-être eu un petit peu de graining parce qu'il y a eu beaucoup de voitures devant lui. Et en fait, on voyait que plus les tours passaient et plus il reculait en fait, alors que normalement avec des pneus neufs plus la perf de l'Alpine, normalement il aurait dû remonter, quoi. Ouais, mais il n'arrivait pas à remonter, il n'arrivait pas à coller Bottas, il n'arrivait pas à le dépasser, donc après il a râlé sur le fait que Gasly ne dépassait pas Stroll, mais déjà si lui s'était porté à la hauteur de Gasly, ça aurait peut-être changé des choses. Donc là-dessus c'est un peu étonnant, moi je trouve, la course des Alpines. Je sais pas comment la juger parce que je les avais trouvées assez solides justement sur les longs runs à Jeddah, et là c'est complètement l'inverse. J'ai l'impression qu'elles avaient du mal à conserver de la performance dans les pneus, et je sais pas trop comment le juger. Alors disons il profite de l'abandon de Verstappen, de la virtual safety car, pour faire rentrer Alonso qui était parti en dur. Ils lui mettent les médiums, sauf qu'au moment où Alonso rentre, en fait, il était 7ème, je crois, Alonso, quelque chose comme ça, sauf qu'il avait
7 secondes à peu près avec le concurrent juste derrière. Donc 7 secondes, sous Virtual Safety Car, faut 12 secondes. Donc c'était un petit peu juste. J'en viens à me demander, enfin on en parlait juste avant de prendre juste avant de prendre l'antenne. Est-ce que en fait Alonso, est-ce qu'il aurait pas pu faire comme Albon, c'est-à-dire en fait je rentre au dernier tour quoi. Et ça pose, et ça va même plus loin parce que indirectement ça pose un gros problème sur Pirelli, c'est-à-dire que ces histoires de ah bah tiens j'ai des pneus, je peux les faire tenir quasiment toute la course. Moi je me souviens c'était Button qui avait gagné la course, c'était en 2011 il me semble. 2012 parce que 2011 c'est Vettel qui gagne. Alors non, ça devait être en 2010. Non, ça devait être en 2010. Button, ils partent. C'est un peu trempé, etc. Button, je crois, rentre au bout de 6 tours ou un truc comme ça. Il met les durs et il garde les durs tout du long. Les pneus, ils avaient fait plus de 50 tours. Après, là après, bon, c'était sur un côté changement météo. Bon, ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, on connaît pas trop le cahier des charges. On connaît pas trop le cahier des charges de la FIA, mais à ce qui paraît, de ce que Pirelli nous montre, on a des pneus qui sont capables de durer quasiment toute la course. Là, concrètement, il y avait 2 stratégies possibles. La première, c'était grosso modo, fallait faire 16-17 tours avec les médiums, on rentrait, on mettait les hards jusqu'à la fin. L'autre c'était je mets les médiums, je m'arrête au tour 16, je remets les hards et grosso modo à 15 tours de la fin je remets des médiums. Mais ils ont jamais parlé de la stratégie de je pars en hard et je passe les médiums à un moment donné. Donc je sais pas si la stratégie d'Alpine était si pertinente que ça. Williams y a pensé et pas eux, et au final ça coûte cher parce que quand tu regardes quand Alonso rentre au moment juste avant que s'enclenche la Virtual Safety Car, Alonso a 7 secondes d'avance sur Albon. Si tu imagines qu'ils ont le même rythme pendant toute la course, c'est-à-dire qu'Alonso à la fin peut terminer P9 et dans les points et évite tout ce trafic dont on a parlé avec la bataille entre Stroll, Gasly et Bottas. Après, justement, pour ouvrir sur Albon, je vais reprendre ce qu'ont échangé tout à l'heure Paul et Thomas lorsqu'ils en ont parlé, en disant qu'il serait peut-être temps de se débarrasser de la règle des 2 types de pneus et du pit stop obligatoire, et que ça serait à Pirelli d'amener des pneus plus tendres. Moi, je reprends à chaque fois en exemple les pneus de 2012, mais les pneus de 2012, pour qu'ils ne se dégradent pas, il fallait que tu les fasses fonctionner à fond. Donc tu étais obligé d'attaquer, mais forcément en les faisant attaquer, à un moment, ils se dégradaient quand même. Mais si tu essayais de les gérer, tu sortais de la fenêtre et tu les dégradais plus tôt. Donc c'était des pneus un peu idéaux et qu'ils n'ont pas réussi forcément à refaire après. Mais est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter d'amener, pour reprendre ce qu'a dit Paul a dit, libre à Pirelli d'arrêter d'amener des pneus en béton armé. Et je vais te laisser ouvrir là-dessus pour parler d'Albon, mais c'est vrai que quand on a vu sa stratégie, finalement, ça paraissait quasiment logique de faire ce qu'il a fait. Disons que pour un public non averti, le cas Albon peut poser question. C'est-à-dire Albon, il part en hard, il fait 56 tours avec les pneus, il rentre, il chausse des tendres pour les 2 derniers tours. Bon, ok, ça déjà dans la présentation du Grand Prix, niveau stratégie, on n'en parle pas. Pourquoi les pneus rouges, on les a vus aux essais, on les a vus en qualif, on les a vus chez Alonso en fait et Albon, c'est les seuls, il me semble, qui les ont passés. Tous les autres, on a vu que du jaune ou du blanc. Donc je vous rejoins, c'est-à-dire ça pose la question, est-ce qu'on supprime le changement de pneus obligatoire, donc avec cette règle de l'arrêt, ou bien est-ce que on garde le côté arrêt au centre, mais dans ces cas-là, on demande à Pirelli d'amener des pneus un petit peu plus tendres. Et là, clairement, on a bien vu que les pneus tendres, donc avec siglés rouges, c'est des pneus qui tiennent pas beaucoup de temps. C'est-à-dire, alors ça monte très vite en température, mais la fenêtre d'utilisation est très très réduite. Là, grosso modo, ils seraient tous partis en rouge. À mon avis, ça tenait 5 tours. Au bout de 5 tours, fallait rentrer, quoi.
Oui, et libre à eux aussi de ne pas mettre autant d'écart entre le pneu le plus tendre et le pneu le plus dur, et peut-être amener que deux composés comme au début de l'ère Pirelli, au lieu de nous en amener 3. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de pistes de réflexion, mais ce qu'a fait Alex Albon est intéressant parce que ça ouvre des perspectives pour les différentes équipes, de peut-être se dire, est-ce que je fais pas un premier tour sur les tendres, je m'en débarrasse dès la fin du premier tour, je repars loin du trafic et je fais ma course loin de tout le monde, ou est-ce que à l'inverse je fais 57 tours sur 58 sur des durs et je change au dernier moment lorsque les écarts sont faits. Ça peut être aussi ça, quoi, de profiter de cette règle du mandatory pit stop en allongeant un des deux runs, soit le premier run, soit le second. Mais chapeau à Albon, parce que il fallait mettre la stratégie en place, ça c'est une chose, mais il fallait la tenir. Et là-dessus, on a vu un Alex Albon gestionnaire des pneus comme peut-être pas beaucoup de pilotes l'ont fait depuis un moment. Surtout quand on sait qu'il a été disqualifié. Voilà, enfin, je veux dire, à l'issue de la qualification, il s'est fait disqualifier parce qu'il me semble qu'il y avait une quantité de carburant, une quantité insuffisante. Donc, chapeau à Williams. Je veux dire, ils ont su remonter, et je suis d'autant plus admiratif de la performance d'Albon, qui a quand même tenu en respect une voiture dans son sillage qui était beaucoup plus performante. Absolument. Et là-dessus, ça nous met aussi un point important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule équipe qui n'a pas marqué de points après 3 courses, ce qui est une très bonne chose, d'avoir 9 équipes sur 10 qui ont marqué un point. Et la seule qui n'en a pas marqué, c'est Aston Martin. Et honnêtement, je sais pas toi, mais moi, je ne les vois pas marquer de points avant un moment, sauf course folle. Ouais, ça va être un petit peu compliqué, en effet. Mais bon, ça, le cas Aston Martin, on pourra en reparler. En tout cas, là, de nouveau, ils repartent de l'Australie avec un abandon pour Vettel et 0 points pour Stroll. Est-ce que tu as, avant de terminer cette émission, un point sur lequel tu voulais revenir sur ce Grand Prix d'Australie, sur la course ou autour de la course, quelque chose qui t'a plu ou déplu? Oui, la gestion de la FIA. Vas-y, je te laisse en parler. On leur a assez tapé dessus ces derniers mois. Je trouve qu'il y a eu une très très bonne gestion sur les différents incidents à chaque fois. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. De mémoire, il y a eu deux virtual safety cars. C'est ça, ouais. Donc 2 virtual safety cars et une voiture de sécurité, je crois, avec Vettel. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Pareil sur les différentes actions qui ont été requises contre les pilotes. Quand on a vu Stroll zigzaguer, il n'y a quasiment pas eu d'attente. Boum, la décision elle est tombée direct. Il a pris 5 secondes. Donc moi je trouve que ça fonctionne bien. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus sain. On n'est pas dans l'expectative, on n'a pas besoin d'attendre. Il y a des décisions qui sont prises, c'est des décisions justes, c'est des décisions qui sont raccord avec le règlement. Donc moi je tire mon chapeau à la FIA qui a su garder son calme, parce que bon, c'est quand même une course qui a été un petit peu animée. Ils n'ont pas perdu pied et ils se sont bien installés en tant qu'autorité. Donc une image qui se reconstruit petit à petit pour eux. Et moi j'avais un tout petit peu peur d'Eduardo Freitas en début de saison, parce que c'est lui qui avait arbitré la finale du WEC et qui avait fait un no further action lorsque Pierre Guidi était rentré dans les fesses de Christensen pour le sortir de la piste. Et bon, j'avais un peu peur qu'il arrive en F1 avec la même philosophie, mais le fait qu'il soit à plusieurs, que ça soit assez bien organisé entre eux, c'est excellent. Tu l'as dit, la réactivité est assez plaisante à voir, parce que du coup, lorsqu'il n'y a pas de sanction, on le sait direct, lorsqu'il y a une sanction, on le sait direct, et ça évite d'avoir ces pénalités revues après la course, où du coup il peut y avoir une influence sur la course d'un pilote qu'on laisse en piste alors qu'il devrait être pénalisé et qui gêne la course d'autres pilotes. Là c'est tout de suite clair. Lance Stroll il a pris tout de suite 5 secondes, ça a été clair, net. On n'a pas eu beaucoup de tours, c'était même étonnant. Moi j'étais surpris au départ qu'on ait aussi peu de tours entre la faute et la sanction, mais tout est clair, tout est bien expliqué. Ils sont très méticuleux sur le règlement, sur pas mal de choses, mais c'est important, ils prennent leur marque, et
Honnêtement, j'ai entendu des critiques de pilotes qui disaient qu'ils étaient trop pointilleux. T'es jamais trop pointilleux lorsqu'il s'agit d'arbitrage et de sécurité. Et sur aucun des deux points, ils le sont. Donc c'est nickel. Et ouais, tu fais bien de tirer ton chapeau pour la FIA sur ce début de saison. Et je te rejoins totalement. Une dernière réaction ? Eh bien, écoute, mon cher Pierre, non pas plus que ça. Je pense que nous pouvons nous quitter sur ces bons mots, sur cet optimisme. On va se retrouver dans 15 jours à Imola, ça va être sympa quand même. Pour la première course au sprint de la saison, ça va être moins sympa. Et il me semble, première course en Europe. Première course en Europe, il te semble bien, et oui. Et première course en Europe, puis après on retournera aux États-Unis quand même avant de revenir en Europe. Hein. On voyage beaucoup en cette saison. On voyage beaucoup, c'est vrai que niveau écologie c'est pas terrible, mais bon, les incohérences du calendrier on les a déjà pointées et nous ne sommes pas les seuls. Absolument. Je te remercie pour cette émission mon cher Pierre et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo de Mid 21. Salut, on compte sur vous.